Du journal El Moudjahid, consacré aujourd'hui aux enjeux du marché gazier dans le monde et au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, ainsi qu'au rôle que pourrait jouer l'Algérie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Abdelmajid Attar, ancien PDG de Sonatrach, ancien ministre de l'Énergie, acteur des nationalisations des hydrocarbures. Je ne me trompe pas, M. Attar. Nous allons essayer de comprendre avec notre invité les enjeux, l'importance de cet événement énergétique et les attentes des pays participants en termes de résultats. M. Attar va également nous livrer ses analyses sur la situation des marchés énergétiques dans un contexte international complexe et difficile où les tensions et les mutations géostratégiques affectent tous les secteurs de l'économie. Avant d'entamer la séance de débat, nous allons permettre à M. Attar de faire une petite communication introductive et nous entamerons les débats juste après. M. Attar, je vous cède la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie d'abord Moudjahid de m'avoir invité et de me permettre effectivement de m'exprimer sur un thème, une actualité actuellement extrêmement importante, non seulement à l'échelle de l'Algérie, mais pratiquement à l'échelle du monde. Ce n'est pas seulement le gaz en lui-même, ce n'est pas seulement le GECF en lui-même, mais c'est tout ce qui se passe en matière de stratégie, en matière d'alliances géopolitiques à travers le monde. Et il se trouve que toutes ces alliances, tout ce qui se passe à travers le monde actuellement, quand on regarde, quand on essaye de regarder au fond, eh bien, le cœur, ou plutôt au cœur de tout ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est pratiquement l'énergie. L'énergie, elle est à la base pratiquement à tel point que certains analystes et même certains responsables à l'échelle pratiquement mondiale parlent d'une troisième guerre mondiale énergétique. C'est peut-être un peu fort comme qualificatif, mais tout ce qui se passe actuellement à travers le monde a un lien ou attrait à l'énergie. Bon, j'ai une trentaine à peu près de slides, je vais essayer de faire vite quand même, pour laisser de la place au débat. Parfois, je reviendrai un petit peu en arrière pour comprendre les situations la situation, par exemple la crise énergétique. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, si vous voulez, donc un bref retour sur le contexte énergétique mondial. Très récemment, pourquoi il y a une incertitude générale pratiquement en matière de perspective d'évolution des paramètres géopolitiques. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, je pensais que l'écran était... Elle ne gêne pas la chaise. Ça va, moi je n'aime pas. C'est un peu flou, on ne peut pas régler un peu. Je ne sais pas. لا مليحة 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 بالك انا اللي ما نشوفش مليح. Je n'ai pas là. Sauf si vous voulez suivre aussi. Bien sûr, je vais suivre là-bas. Il vaut mieux, oui. Donc, comme je disais, le contexte énergétique et puis toutes les incertitudes qui sont en train de caractériser le monde, en fait, c'est à cause de pratiquement 4 événements. Autrefois, les événements géopolitiques ou bien les conflits ou les perturbations à travers le monde, aussi bien dans le secteur énergétique que autres, ils se suivaient. Mais ils ne se cumulaient pas, tandis que depuis pratiquement 3 ou 4 ans, à chaque fois qu'il y a une turbulence quelque part, et quand il y a une deuxième, elle aggrave la situation, ou elle complique la situation.
On a eu, bon, l'événement le plus important qui a touché énormément le secteur énergétique, c'est la pandémie, qui a entraîné pratiquement, qui a eu un impact économique très important, et surtout, par exemple, sur le plan sociétal, un repli sur soi. On a vu, par exemple, que c'était chacun pour soi. Bon, là, ça n'a rien à voir avec l'énergie. Mais à un certain moment, chaque pays ou chaque région s'occupait des intérêts, ses propres intérêts. Le reste, là, il s'aide. نشوفوا همنا والهم تاع الاخرين الله يسهل. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé. On remarque même en Algérie, les comportements à l'intérieur de la société ont complètement changé depuis 2020. Et puis par la suite, 2021, il y a eu la crise énergétique. Parce que beaucoup de gens croient que la crise énergétique a commencé avec la guerre russo-ukrainienne. Non, pas du tout. Elle a commencé avant. C'est en 2021 que la crise énergétique a démarré et elle a ses origines dans le temps. On va les voir tout à l'heure. Il y a eu par la suite, bien sûr, le conflit russo-ukrainien et comme donc lui aussi, il est venu rajouter une couche, en quelque sorte, dans ce qui se passait sur la scène énergétique, avec l'aggravation de la crise énergétique, et puis des mutations qui se sont accélérées un peu à travers le monde. Et enfin, ce qui se passe actuellement au Golfe, avec la guerre israélo-palestinienne, où il y a un génocide, effectivement, mais ce génocide, ou plutôt cette guerre, elle ne va pas se terminer comme ça. Moi, je suis certain qu'il va y avoir des conséquences, il va y avoir des mutations dont on ne connaît même pas encore les contours. Mais ce qui est certain, c'est que ça aura des conséquences. Alors, c'est ce qui fait que, donc, il y a donc des mutations géopolitiques à travers de nouvelles alliances ou la modification des alliances qui existaient entre les pays, entre les systèmes politiques, même les systèmes économiques, avec aussi un impact économique, donc c'est la réorganisation totale des échanges, non seulement au plan énergétique, mais au plan commercial aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment dans le monde. Et bien sûr, une mutation énergétique avec un impact extraordinaire, surtout avec l'accélération de la transition énergétique. Et maintenant, on parle d'une transition, on parlait autrefois d'une transition beaucoup plus gaine pour accompagner ou lutter contre le dérèglement climatique. Mais maintenant, j'ai l'impression que, enfin, du moins personnellement, et beaucoup d'analystes le pensent, que la transition énergétique, elle a beaucoup plus un objectif de transition vers une souveraineté énergétique d'abord. D'abord assurer sa sécurité, sa souveraineté énergétique, en ce qui concerne les dérèglements climatiques, malgré tout ce qui s'est dit au niveau de la COP28 récemment. Donc, les 5 facteurs, si on peut les résumer, qui influencent un petit peu, qui caractérisent la scène énergétique, donc, comme je viens de le dire, la crise énergétique. Je ne parle pas de la pandémie, elle a beaucoup plus entraîné une baisse des consommations, surtout avec de graves impacts économiques. Les préoccupations en matière de sécurité et de souveraineté énergétique, les préoccupations relatives, bien sûr, au dérèglement, aux impacts du dérèglement climatique, elles sont toujours là, hein, les préoccupations, et tout ce qui est économique, et tout ce qui est économique, non seulement dans les pays consommateurs, mais surtout aussi chez les pays exportateurs, aussi bien de pétrole que de gaz. Ils sont très inquiets. Tous les pays, pratiquement, sont inquiets pour leur économie, dans la mesure où celle-ci est pratiquement appuyée, en général, à 60-70%, quand ce n'est pas plus, jusqu'à 90% sur les exportations d'hydrocarbures. On va revenir en arrière, comme je vous l'ai dit, pour comprendre un petit peu pourquoi cette crise économique en 2021. En fait, elle tire sa source pratiquement depuis 2014, avec la crise de 2014, la baisse du baril. Vous voyez dans ce diagramme-là l'impact du choc de 2014 sur les investissements. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, il y avait quand même des investissements. Voilà, voilà, c'était le pic pratiquement des investissements dans le secteur des hydrocarbures globalement. Tout ce qui, on investissait pratiquement plus de 1000 milliards de dollars. On a investi en 2014. Mais avec la chute du baril en 2014, progressivement, les investissements ont commencé à chuter
Et comme on le voit, ils ont chuté pratiquement de façon continue jusqu'à pratiquement 2020. Bon, cette chute de 2020, c'est beaucoup plus la pandémie. Et puis, il y a eu une légère reprise en 2021, 2022. Mais même en ce moment, en 2023 et 2024, il y a quand même, maintenant, il y a beaucoup plus un attentisme, en quelque sorte. Il y a une incertitude. On ne sait pas s'il est... On va continuer avec tout ce qui s'est passé, notamment au niveau de la COP28, et les inquiétudes qu'il y a autour, non pas le secteur de l'énergie, mais autour beaucoup plus des alliances géopolitiques. Les choses ne sont pas tellement sûres. On voit par exemple là, c'est pour le gaz, identique aussi. Hein, on voit que depuis 2014, il y a une baisse continue des investissements, aussi bien en matière de renouvellement de réserves qu'en matière de maintien des capacités de production. Il y a eu une légère reprise là, à partir de 2021 à cause de la demande. On verra tout à l'heure pourquoi il y a eu subitement un peu plus de demande en matière de gaz, et puis en 2022 à cause de la guerre russo-ukrainienne. En parallèle, par contre, dans le secteur de la génération électrique, et là c'est très important, c'est très intéressant ce que vous pouvez voir ici, ce sont les investissements en milliards de dollars, des dollars de 2021, depuis 2015 jusqu'à 2022, dans le secteur de la génération électrique. Lui, qui est non pas le plus gros consommateur de gaz, mais où le gaz, en principe, où les hydrocarbures en général jouent un rôle important. Qu'est-ce que vous voyez ici? Depuis 2015, avec la chute du baril, on voit que dans les énergies renouvelables, c'est ce qui est vert ici, les investissements dans les énergies renouvelables, ils ont augmenté de façon extraordinaire, pratiquement entre 7 et 10% en moyenne chaque année. Voilà. Tandis que dans toutes les autres ressources, c'est-à-dire là, le bleu, c'est les oil and gas, c'est-à-dire les hydrocarbures de façon générale, essentiellement du gaz, hein, le charbon et le nucléaire, bon, c'est beaucoup plus, on assiste beaucoup plus à une baisse, sauf en ce qui concerne le nucléaire, depuis 2021 surtout. Depuis 2021, toujours à cause de la crise énergétique, qui a donc démarré en 2021, mais qui a ses sources pratiquement dans la chute des investissements en matière de renouvellement de réserves et de maintenance des capacités de production. Donc, que s'est-il passé en gros entre 2015 et 2021? Le baril du pétrole, lui, il a chuté à 30 dollars en 2015, puis il est remonté quand même à partir de 2016 beaucoup plus grâce au succès de la fameuse conférence de l'OPEP à Alger, et qui ont réussi à maintenir le marché. Et en moyenne, sur toute la période, il est resté pratiquement en moyenne à 60 dollars. Mais difficilement, et surtout grâce aux efforts de l'OPEP pour maintenir le prix pratiquement en décidant des coupes dans les productions de l'OPEP et de l'OPEP+. Bon, il a chuté aussi à 20 dollars en 2020, c'est beaucoup plus à cause de la pandémie. Et depuis en 2020, 2021, 2022, 2023, il oscille entre 70, 75, 80, 85. Il y a eu des pics, hein. Parfois il est arrivé jusqu'à 100 dollars, mais il n'est pas resté longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, pratiquement, tous les analystes estiment que le baril de pétrole n'ira pas loin. Il restera pratiquement autour de 80 dollars. Et s'il atteint 100 dollars, ce sera vraiment un miracle et ça ne durera pas longtemps. Voilà ce qui s'est passé donc jusqu'à 2021. Le marché gazier, c'est pareil. Le gaz, il est resté pratiquement entre 4 et 6 dollars le million de BTU, avec un pic de 9 dollars, un seul pic pratiquement en 2018, et un autre bas aussi à 2 dollars. Il a baissé à 2 dollars, y compris sur le marché européen en 2020, à cause de la pandémie aussi, avant de remonter dès le début de 2021 pour atteindre 38 dollars en décembre 2021. Donc, que s'est-il passé? Parce que c'est le gaz qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour la simple raison que l'année 2021 a été la plus mauvaise pour les énergies renouvelables, particulièrement en Europe. La production des renouvelables, elle s'est avérée à ce moment-là, dès le début
2021, elle s'est avérée incapable de répondre aux besoins de la reprise économique après la crise, après la pandémie en quelque sorte. Il y a eu donc une reprise des activités industrielles et à ce moment-là, donc, il y avait une forte demande d'énergie et la plupart des pays européens, surtout l'Allemagne, avec sa stratégie, avec sa politique énergie wind qui était adossée au développement des énergies renouvelables, l'abandon du nucléaire, moi c'est ce que je dis souvent, il y a eu à un certain moment la sécheresse éolienne en quelque sorte. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas assez de vent et ils se sont retrouvés en face d'une demande que les ENR ne pouvaient pas pratiquement. C'est à ce moment-là que l'Allemagne, qui a une énergie, enfin qui a une politique de développement durable, protection de l'environnement, lutte contre le dérèglement climatique, il est revenu au charbon. Son électricité en 2021, elle a été sauvée en consommant du charbon. 40% de la génération électrique, c'est du charbon. Les énergies renouvelables, si mes souvenirs sont bons, c'était tout juste 20%. Non, le gaz, pardon, 20%. Et l'éolien, sur lequel il comptait beaucoup, il ne représentait que 7% à ce moment-là. Donc, c'est ce besoin-là, en France aussi, parce qu'il y a eu je crois que plus de la moitié du parc nucléaire en France, en 2021, il était pratiquement à l'arrêt. Il était à l'arrêt pour des raisons de maintenance, ils ont eu des problèmes de corrosion, etc. Et donc là, tout le monde s'est retourné vers le gaz. Mais ce qui se passe, c'est que les capacités de production, les capacités, par exemple, notamment de transport, d'échange en matière de GNL, à ce moment-là, elles n'avaient pas. Depuis 2015 jusqu'à 2021, il n'y a pas eu d'investissement. Il y a une chute beaucoup plus, ce qui fait que les pays producteurs étaient incapables. Moi, je me rappelle que le Qatar, par exemple, répondait à l'Allemagne et à tous ceux qui le visitaient pour avoir plus de GNL. Il leur disait, mais écoutez, moi je suis désolé, toute ma production est déjà engagée vers la Chine, l'Inde, etc., vers l'Asie. Hein? Je n'ai pas de capacité, donc je ne peux pas vous fournir le gaz dont vous avez besoin. Il faut patienter. Ou bien alors il faut investir. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà ce qui s'est passé donc en 2021. Et c'est cela le début de la crise énergétique. En 2022, c'est la guerre russo-ukrainienne. Elle aggrave la situation tout simplement, avec un baril qui atteint pratiquement, c'est un pic simplement à un certain moment de 100 $, mais en général, le deuxième pic c'était 70, mais en moyenne quand même, il est resté sur toute l'année à pratiquement 38 $ et quelques, alors qu'aujourd'hui, enfin plutôt en 2023, très rapidement à la fin de 2023, il est revenu à 9,5 $. Et aujourd'hui, il est à ce niveau-là, pratiquement. C'est le marché européen. C'est le marché qui nous intéresse le plus, parce que c'est autour de ce marché qu'il y a eu la crise énergétique. Donc on assiste à une véritable course aujourd'hui contre la montre pour remplacer le gaz russe après la guerre russo-ukrainienne et surtout après le sabotage des deux gazoducs Nord Stream. Et donc, il faut chercher de nouveaux approvisionnements. Et comme je l'ai dit, comme il n'y a pas eu assez d'investissement, les différentes sources n'étaient pas en mesure, ne sont pas en mesure jusqu'à aujourd'hui de fournir tout ce dont a besoin le marché européen. Donc on assiste, comme je l'ai dit, depuis 2022, tout simplement à une accélération des stratégies de transition énergétique. Ça, c'est ce qui influence énormément le marché aujourd'hui, les échanges, les alliances aussi. Un début de mutation aussi des couloirs d'approvisionnement et des échanges. On ne vend plus le gaz comme autrefois. Par exemple, aujourd'hui, le GNL est en train de prendre de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'il assure de la flexibilité. Et on peut acheter à n'importe quel moment, on peut le stocker. C'est pas comme les gazoducs. Le gazoduc aussi, c'est de la sécurité, c'est de la flexibilité aussi. Mais il y a beaucoup de marchés, essentiellement par exemple le marché asiatique, qu'on ne peut alimenter majoritairement que par du GNL. Et enfin, il y a l'accroissement, donc c'est ce que je viens de dire, donc l'accroissement du GNL. Et c'est ce qui a amené les États-Unis d'ailleurs à investir énormément dans les capacités de liquéfaction. Et actuellement, pratiquement, ils sont les leaders.
Vous savez que c'est grâce à eux pratiquement que l'Europe a pu pratiquement passer le cap de cette crise. Ils sont les premiers fournisseurs de l'Europe. Ils vendent plus de GNL que le Qatar en Europe. Ils ont énormément. Et ils le vendent au prix d'un marché TTF qui est nettement plus favorable que leur marché aux USA, le Henry Hub, où le million de BTU, il fait 2,5 $, alors qu'au niveau de l'Europe, en 2023, il faisait, comme je l'ai dit, en moyenne à 38 $, et actuellement, il est à 9,5 $, tandis qu'en Asie, il est pratiquement, il aussi, entre 10 et 13 $. Voici rapidement une courbe, en quelque sorte, comment a varié le prix du gaz. Et comme vous pouvez le voir, bon, durant pratiquement de 2019, toute l'année 2019, l'année 2020, bon, il y a eu juste ce pic-là, juste après la reprise. Hein, et ça, c'est le GNL. Hein, ça, c'est voilà. Et ça, c'est en 2021, donc. Et puis après, bon, il y a eu ces pics-là. C'est beaucoup plus lié à des événements. Comme ici, par exemple, là, c'est le début de la guerre russo-ukrainienne, et là, c'est le sabotage des deux gazoducs. Mais actuellement, enfin, depuis 2023, en dehors de ce pic-là, bah, aujourd'hui, le gaz est en train de revenir à un prix, bon, alhamdoulilah, beaucoup plus important que ce qu'on a connu au cours de la décennie passée, mais il y a beaucoup d'analystes qui estiment que ce prix, il risque même de baisser. Là, c'est une autre courbe, une autre analyse, où on voit, regardez un petit peu la courbe bleue, celle-là, c'est le gaz indexé sur le baril. Et là, on voit que finalement, c'est l'indexation sur le baril de pétrole, hein, qui, y compris aussi bien dans le marché libre, c'est-à-dire au niveau du spot, qu'au niveau des livraisons par gazoduc ou par GNL à travers des contrats à moyen ou long terme. Et là, on voit, tout ce qu'on voit, c'est par exemple entre 2023 et 2026. Bon, là, il y a en 2024-2025, le prix va certainement augmenter au niveau de tous les marchés. Bon, sauf celui des États-Unis, US, ici, il a toujours été de toute façon entre 3 $, et au maximum 6 $, exceptionnellement. Donc là, il va être, 2024-2026, il risque d'augmenter, de passer à un prix supérieur à celui de 2023, mais au-delà, il va baisser à nouveau pour la simple raison qu'il va y avoir d'énormes quantités de GNL qui vont être commercialisées au niveau de tous les marchés à cause de tous les projets. Je crois qu'il y a à peu près au moins une soixantaine de projets de liquéfaction à travers le monde, sans compter les projets de regazéification, surtout en Europe, qui, par exemple, comme l'Allemagne, qui n'avait pratiquement, je crois qu'elle avait une seule unité, maintenant, elle est en train de travailler sur 3 ou 4 autres unités de regazéification. Donc, le marché, il demeure volatile, il va y avoir une augmentation, mais par la suite, il va y avoir certainement une baisse, et c'est ça qui préoccupe énormément les producteurs de gaz. On va voir tout à l'heure, c'est-à-dire les membres du GNL, les membres du GESF, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, du côté de l'AIE, en matière, qu'est-ce qui fait peur, en quelque sorte, au marché gazier? L'AIE, qui est en train de faire une pression extraordinaire sur les pays producteurs d'hydrocarbures, elle fait pression, elle donne aussi des prévisions. Là, vous avez les prévisions en matière de capacité d'électricité renouvelable. Ben, il prévoit le plus normalement du monde, et sur la base de données, que de toute façon, les énergies renouvelables à travers le monde, les capacités vont pratiquement tripler d'ici 2030. Vous voyez ici, on passe, d'après l'EIE, de 3700 gigawatts, c'est-à-dire... donc c'est énorme en quelque sorte, gigawatts à 11 000 gigawatts au niveau en 2030, dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre d'une politique net zéro 2050. Donc voilà ce qui se passe. C'est multiplié pratiquement par 3 selon l'âge. Et ça, tout ça, c'est au dépend du gaz. C'est au dépend du gaz, évidemment.
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OCDE? Ça, c'est au niveau de l'OCDE. Ben, écoutez, en fait, le triplement des énergies renouvelables, il va avoir lieu beaucoup plus en Europe, comme on le voit ici, aux USA et en Inde. Bon, il n'y a pas la Chine ici. La Chine, elle, c'est beaucoup plus important. Hein. Si je l'avais mise, enfin, si je l'avais mise, c'est pas moi qui a fait cette planche. Hein. Mais c'est l'AIE, si elle y était, je crois que ça n'aurait pas suffi, hein, parce que la Chine, elle, ses efforts sont... Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2023? Et c'est à peu près la situation de 2024, hein, début 2024. Voici, au niveau de l'OCDE, pourquoi je parle de l'OCDE? Parce que c'est là, le marché gazier, il est là, au niveau des pays de l'OCDE. On verra tout à l'heure ce que ça constitue comme problème, comme préoccupation, aussi bien pour les pays consommateurs que pour les pays producteurs. Ça, c'est le mixte électrique, hein, en matière de production d'électricité en 2023. Ben, les ENR ne représentaient que 32% de la production d'électricité. Et le gaz, lui, il trônait pratiquement. Ça, c'est toutes les ENR. Hein. C'est hydro, l'éolien, le solaire et autres renouvelables. Hein. Tandis que le gaz, à lui seul, ben, il pesait pour 30% dans le mixte électrique au niveau des pays de l'OCDE. Le nucléaire, il était à 16%, le charbon à 17%. Donc, ce qui veut dire que plus tard, on le verra ensemble, c'est que le gaz, lui, les ENR vont gagner beaucoup plus sur le charbon, mais aussi le gaz qui va gagner sur le charbon et il va maintenir sa position. À l'échelle mondiale, le gaz actuellement, ce n'est pas 30%, attention, hein, actuellement il est de 23% pour l'échelle mondiale. Ça, le 30%, c'est l'OCDE. Et il est prévu que ce gaz va continuer à s'accroître et peser sur le mix électrique. Il va passer, s'accroître entre 1 et 2% par an pour atteindre pratiquement 28% en 2050. Bon, il y en a d'autres qui disent 25, il y en a qui disent 26, etc. Moi, j'ai donné le chiffre, disons, maximal. Et je pense que ce ne sera pas moins de 28% à cause de tous les récents développements. Donc, ce qui va se passer, juste une petite projection jusqu'à 2050. Les ressources non renouvelables. En 2035, c'est pour les fossiles, hein, ce qui est prévu, d'après pratiquement l'ensemble des analystes, c'est que les hydrocarbures demeureront dans le modèle de consommation énergétique à travers le monde, ils pèseront au minimum à 54% encore en 2035. Tandis que le charbon, lui, il va continuer à baisser, il va atteindre 23,5%. Il va baisser essentiellement, bien sûr, en Europe, aux États-Unis et un petit peu en Chine aussi. Il ne faut pas oublier que le mix énergétique de la Chine, il est essentiellement, surtout l'électricité, c'est essentiellement du charbon. Hein. Ce n'est pas tellement du gaz. Hein. Le gaz, il pèse peut-être entre 10 et 15% maximum. 2050, par contre, ce sera la prédominance du gaz qui va passer de 23 à 28% dans la génération électrique. Tandis que les ENR vont passer pratiquement à 60%, entre 60 et 70%. Le reste, ça va rester entre le nucléaire et d'autres ressources. En ce qui concerne les ressources renouvelables, globalement, elles vont évoluer pratiquement, s'accroître à 7,4% par an. En 2035, bon, il y en a certains qui disent qu'elles vont rester à 25% et d'autres qui disent que c'est 50%. Mais en réalité, 50%, c'est beaucoup plus au niveau des pays, disons, des pays qui ne produisent pas ou ne maîtrisent pas ou ne possèdent pas ou ne contrôlent pas les énergies fossiles, essentiellement le gaz. Tandis que, par exemple, quand on regarde l'Afrique ou, par exemple, la Chine, etc., ce sera entre 25 et 50%, mais ça ne dépassera pas 50%. Par contre, au-delà, entre 2035 et 2050, il y en a beaucoup qui misent maintenant sur l'hydrogène. Est-ce que c'est une source qui va effectivement concurrencer le gaz ou non? Franchement, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent d'un mythe. Quand ils parlent de l'hydrogène, ils disent que c'est un mythe. Il y en a d'autres qui y croient.
alors qu'il y a des défis technologiques énormes à lever, aussi bien en matière de stockage qu'en matière de transport. Parce que il y en a beaucoup, par exemple, qui croient qu'on peut mettre l'hydrogène dans par exemple, les pipes actuelles en Algérie ou ailleurs. Faux, c'est pas possible. Parce que c'est une molécule extrêmement légère, elle est capable de traverser même une couche d'acier, enfin de mauvaise qualité bien sûr, ou des joints. On peut peut-être mettre 10% avec le méthane, 15%, mais pas plus. Donc pour le transporter par pipe, il faut revoir complètement les pipes, les installations de pompage, etc., etc. Et puis son stockage, il pose beaucoup de problèmes. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire. C'est une source d'énergie verte, surtout l'hydrogène vert bien sûr. Il faut s'y intéresser, il faut travailler dessus, mais ce n'est pas pour demain. Et ce d'autant plus que son coût, le prix de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir d'une source d'énergie renouvelable à travers l'électrolyse de l'eau, c'est pratiquement entre 6 $ et 10 $ le kilogramme d'hydrogène. Alors que l'hydrogène gris, c'est-à-dire à partir du méthane, quand on casse la molécule de méthane, c'est pratiquement entre 2,5 et 3 $. C'est-à-dire qu'il est moins cher. Voilà pour l'hydrogène. Donc, si vous voulez, le contexte énergétique mondial, c'est-à-dire on peut se poser la question, on se dit, mais où est le problème? On a des énergies fossiles et pourtant on dit qu'il y a une crise, il y a des incertitudes, etc., etc. Effectivement, le monde dispose aujourd'hui pratiquement entre 1500 et 1700 milliards de barils de réserves. Et ça sans tenir compte des non conventionnels. On produit 100 millions de barils en moyenne, ça couvre les besoins pratiquement, ça peut même les couvrir au-delà de 2050, jusqu'à 2050 au moins. Et l'OPEP, mais l'OPEP plutôt, on le voit, l'OPEP+, elle est beaucoup plus amenée aujourd'hui, par crainte de la destruction du marché, de réduire sa production, son plafond de production pour protéger le prix. En matière de gaz aussi, il y a entre 200 et 250 milliards de mètres cubes de réserves dans le monde, sans compter le gaz de schiste. La production elle est de 4 000 milliards à peu près et elle couvre largement les besoins. Parce que si elle ne couvrait pas les besoins, le prix ne serait pas aujourd'hui de 9,5 $. Il y a du gaz sur le marché. Ça ne pose pas de problème. Le problème est ailleurs. Le problème est dans les échanges. Le problème est dans ce qui se passe au point de vue géopolitique dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en arrive à l'essentiel en quelque sorte, au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui intéresse les pays consommateurs, ce qui les préoccupe le plus, c'est la sécurité et l'indépendance énergétique, qui est devenue pratiquement une préoccupation centrale en ce moment, et elle va avoir un impact majeur dans toutes les stratégies de développement et les alliances. Toutes les stratégies, d'ailleurs, donc, sont basées, bien sûr, sur la mise en œuvre d'une transition énergétique qui est propre à chaque pays, à chaque région, mais on parle souvent maintenant de stratégies basées sur les circonstances nationales ou régionales et les alliances dans ce cadre-là. Et on va voir effectivement ce que c'est que ces circonstances nationales. C'est très important. Alors, récemment, le G20, l'année dernière, dans sa déclaration finale, voici ce qu'il a pratiquement publié. Il a dit, OK, il faut en sortir des énergies fossiles. Ils ont adopté le principe. Mais on fonctionne des circonstances nationales à l'horizon de 2020. Alors, tripler bien sûr les énergies renouvelables, ce qui, à l'époque, c'était avant la COP28. Donc, c'était une déclaration pratiquement historique. Mais retenez bien le terme circonstances nationales. La COP28, il y a une bagarre, vous l'avez vu, entre producteurs et ceux qui veulent sortir ou pratiquement faire sortir les énergies fossiles, mais en réalité, dans la déclaration finale, finalement, tout le monde est revenu dos à dos. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on lit bien comme il faut la déclaration finale? Ils ont mis la responsabilité de la réduction des gaz à effet de serre à travers la réduction de la consommation des énergies fossiles au niveau des consommateurs. Il appartient aux consommateurs de réduire leur consommation et nous, à ce moment-là, producteurs, on produira moins obligatoirement. Voilà, la responsabilité aujourd'hui, elle est au niveau des consommateurs et des gros consommateurs, bien sûr, et non pas au niveau des producteurs.
Donc ça veut dire que les circonstances nationales, finalement, ça signifie tout simplement l'intérêt national. Voilà, l'intérêt national. Et tout le monde, tous les pays pratiquement, chacun pour soi aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie et même dans d'autres secteurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette souveraineté finalement? Très rapidement, elle repose pratiquement sur 5 critères essentiels, enfin 5 critères de base, mais aujourd'hui il y a d'autres critères. Le premier, c'est l'accès à la ressource, et qu'elle soit fossile ou renouvelable. Fossile, elle n'est pas renouvelable. Fossile, on va le voir tout à l'heure, elle n'existe pas partout. C'est ça le principal problème. Renouvelable, ce n'est pas toujours le cas. En ce qui concerne par exemple l'Afrique ou le Moyen-Orient, là, il n'y a pas de problème. Mais d'autres pays n'ont pas les ressources, même renouvelables, dont ils pourraient avoir besoin ou avec lesquelles ils pourraient réaliser en quelque sorte, mettre en œuvre leur transition énergétique. Il y a la fiabilité aussi. Bon, la fiabilité, c'est le système énergétique, c'est de distribution, production et distribution. Là, ça ne pose aucun problème, notamment pour l'Algérie, par exemple. Bon, le thème aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'Algérie, mais on n'a aucun problème. Il y a l'abordabilité. L'abordabilité, c'est le marché, c'est le prix. Le marché, il n'est pas le même dans tous les pays où il y a le marché libre et il y a le marché subventionné, comme chez nous, par exemple. Vous savez très bien que l'énergie, alhamdoulilah, aujourd'hui, et le gaz et l'électricité, même les carburants, nous avons pratiquement les prix les plus bas. Il y a la durabilité. La durabilité, elle est appliquée surtout aux ressources fossiles, effectivement. Un beau jour, il n'y aura plus de toute façon de pétrole et de gaz. Tandis que le renouvelable, non, là on l'a pas. C'est le soleil, c'est surtout le soleil. Le soleil, alhamdoulilah, il est là. Le jour où il n'y aura plus de soleil, je crois qu'il n'y aura plus personne non plus. Voilà. Et le poids de l'énergie ou de la source sur l'économie du pays. Il y a des pays dans lesquels l'énergie, c'est pratiquement la rente, enfin la ressource, c'est la rente, c'est le cas de l'Algérie. Et il y en a d'autres, c'est plutôt la matière première. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, 2021, en Europe même, avec la crise énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause du manque de gaz ou du prix du gaz, etc., il y a beaucoup d'industries chimiques et pétrochimiques qui ont commencé à être délocalisées vers des pays où l'énergie ou le gaz est le moins cher. Et ce sont les États-Unis. Ils ont beaucoup gagné, les États-Unis. Ils ont gagné avec le prix du gaz et ils ont gagné avec des projets de délocalisation industrielle extraordinaires parce que le gaz, il ne dépasse jamais pratiquement $3 au niveau des États-Unis. Donc, ça veut dire que tous les pays n'ont pas la possibilité de répondre à tous ces critères. Et c'est pour ça qu'ils adoptent, donc au-delà de ces 5 critères, il y a de nouveaux critères, et c'est-à-dire soit mettre en place les investissements nécessaires pour les ENR, pour modifier en quelque sorte son mix énergétique, et assurer, bien sûr, surtout par les temps qui courent, s'assurer avec de nouveaux approvisionnements en ressources énergétiques, diversifier l'approvisionnement. Et c'est ce que cherchent les pays consommateurs. Et malheureusement, le problème numéro 1, et on arrive au problème donc numéro 1 qui existe aujourd'hui, c'est la répartition des réserves dans le monde. C'est le problème numéro 1 aujourd'hui. Ce sera d'ailleurs le 29 et le 1er mars, etc., au niveau du GECF, quelque chose que les membres devront, c'est-à-dire prendre en considération. Écoutez, les réserves de gaz à 70%, elles sont au Moyen-Orient et en Eurasie. Les réserves mondiales, en pétrole, c'est 57%. On va le voir tout à l'heure dans l'ADEC. Tandis que la consommation, par exemple, lorsqu'il concerne 62% de la consommation gazière mondiale, elle est où? C'est les USA, c'est l'Asie Pacifique, c'est la Chine et l'Europe. Encore, la Chine, c'est pas tellement, c'est surtout les USA. Mais les USA s'autosuffisent. On va le voir tout à l'heure. Ils produisent aujourd'hui 1300 milliards de mètres cubes par an. C'est le premier producteur et le premier consommateur de gaz aujourd'hui. Voilà. Le pétrole, c'est pire. 75% de la consommation pétrolière, elle est au niveau de ces pays aussi. Alors que plus de la moitié des réserves est située au Moyen-Orient et en Eurasie. Ça, c'est un sacré problème. On le voit ici à travers ces fromages. Et la couleur rose, marron ou je ne sais pas quoi. Là. Ça, c'est le Moyen-Orient.
Voilà. Aujourd'hui, pour le pétrole, ben, 48% du pétrole, des réserves conventionnelles. Hein. Je ne parle pas de non conventionnelles. Ben, ils sont au Moyen-Orient. Le gaz, c'est pareil, c'est 40%. Et si vous rajoutez le gaz, les réserves gazières des pays de CIS, les pays indépendants, enfin c'est essentiellement la Russie d'ailleurs, hein, ben, c'est 70%. C'est 70%. Voilà la répartition. Et cette répartition, elle est vraiment extraordinaire. Et on va le voir au niveau d'une carte. Voilà, les échanges. Ça, c'est les échanges. Quand vous regardez, bon, la carte, je l'ai retirée d'un document de British Petroleum qui est très intéressant. Et j'ai essayé de calculer les pourcentages. Mais qu'est-ce qu'on constate? 27% des échanges de gaz consommés dans le monde, c'est en Asie. Là où il n'y a pas de réserve de toute façon, ou pas assez, en dehors de celles qui existent en Australie et qui de toute façon qui sont essentiellement consommées aussi en Asie. 13% en Europe, où il n'y a pas non plus assez de réserves. Et c'est pour ça qu'ils essayent, c'est une région qui dépend énormément des importations en gaz. Bon, j'ai mis en bleu là où il y a autosuffisance. Les États-Unis sont les premiers consommateurs, mais ils s'autosuffisent, il n'y a aucun problème. Et ils exportent même. Donc, ils n'ont absolument aucun problème. Bon, ici aussi, il y a l'Eurasie, le Moyen-Orient qui consomme beaucoup, quand même, 14%. Bah, les deux derniers de la classe, évidemment, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. On ne consomme pratiquement que 4%. Et on exporte énormément, par rapport, enfin pas par rapport au Moyen-Orient, bien sûr. On n'a ni les réserves du Moyen-Orient, l'Afrique, hein, je parle de l'Afrique, ni la même production, mais on exporte pratiquement plus de 60% de notre production en Afrique. Et en Amérique du Sud aussi, pareil. Donc vous voyez, ça c'est un déséquilibre énorme donc, entre pays ou régions consommatrices et pays ou régions productrices. Et ça pose de sérieux problèmes aujourd'hui, de préoccupations géopolitiques. Alors, le pétrole, c'est exactement pareil, comme vous le voyez ici, hein, mais ce n'est pas le pétrole qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en récapitulant un petit peu, donc voilà. Maintenant, comment sont situées les réserves? Bon, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, ça, c'est le poids du GECF dans tout ceci, à travers le gaz. 70% des réserves mondiales, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes, c'est les pays du GECF, c'est-à-dire les 12 pays et les 7 observateurs. Donc la majeure partie, hélas, ou tant mieux, au Moyen-Orient. 40% des réserves gazières, aussi bien mondiales que celles des GECF, eh bien, elles sont au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient aujourd'hui, il est pratiquement au cœur d'une guerre dont on ne connaît pas encore tous les développements. 42% de la production, le GECF, c'est 42% de la production mondiale ici. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est 1650 milliards de mètres cubes sur les 4000. Et 60% des exportations mondiales de GNL, ben, elles proviennent des pays du GECF aussi. Ça, c'est le poids du GECF. Donc, quels sont les défis? Et là, on arrive un petit peu au GECF. Je n'ai pas encore pour longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'on assiste à mon avis, on assiste à une véritable troisième guerre mondiale énergétique dont les objectifs derrière la sécurité énergétique, parce qu'on parle beaucoup de sécurité énergétique, mais les objectifs sont quoi au juste? C'est le contrôle des ressources. Parce qu'aujourd'hui, pour assurer sa souveraineté ou sa sécurité énergétique, c'est très simple. Il faut soit posséder les ressources, soit les contrôler, soit être capable de les acheter, avoir les moyens de les importer. Donc, c'est l'un des objectifs de cette guerre, eh bien, c'est le contrôle des ressources. Sinon, celui des échanges aussi. Et quand je dis les échanges, ce n'est pas simplement acheter et vendre, c'est les couloirs. C'est les couloirs, les routes des échanges, les routes énergétiques. Comment les contrôler aussi? C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de géopolitique et on ne peut pas parler d'industrie gazière sans aborder les aspects géopolitiques. Il y a aussi le contrôle des marchés.
et par conséquent des prix au détriment des producteurs. Parce que il y a une véritable guerre aujourd'hui. Il y a les États-Unis, par exemple, qui sont devenus les premiers exportateurs de GNL vers l'Europe, avec pratiquement 35 milliards de mètres cubes, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière. Et là, il n'est pas question aujourd'hui que les États-Unis puissent, à l'avenir, laisser de la place. Bon, il y aura de la place pour les autres, mais il n'est pas question, au moins, de laisser les autres producteurs influer sur le prix du gaz. Ils veulent contrôler le prix du gaz. Ça, c'est l'objectif, pratiquement, non seulement des États-Unis, mais d'autres pays. J'ai lu hier, par exemple, ce qui se passe en Europe maintenant. Ils ont commencé sérieusement à faire des appels d'offres d'achat de gaz. C'est des appels d'offres groupés pour plusieurs sociétés ou plusieurs pays. Et ils font un appel d'offres. Chaque pays ou chaque société vient, elle dépose au niveau de la Commission européenne un besoin. Ils lancent un appel d'offres. C'est pour contrôler le prix. Ce n'est pas pour autre chose. Déjà qu'ils ont commencé à le plafonner, mais maintenant, ils veulent le contrôler. Au début, quand ils ont dit qu'on va plafonner le prix du gaz, c'était beaucoup plus le plafonnement du gaz russe. Mais en réalité, l'objectif final, c'est de contrôler le prix sur le marché d'où qu'il vienne, que ce soit de Russie ou d'Algérie ou d'ailleurs. Il y a des appels. Maintenant, ils le font de plus en plus. En 2023, je crois qu'ils ont fait un appel d'offres de 40. Ils ont réussi à acheter pour plusieurs pays l'équivalent 40 milliards de mètres cubes de gaz. En 2023. En 2024, c'est en cours. Hein. Le dernier appel d'offres, il est en cours. Donc, c'est ce qui a failli se passer, en quelque sorte, si on compare par rapport au pétrole. C'est ce qui a failli se passer pour c'est-à-dire le contrôle du marché, le contrôle, bon, en matière d'échange pour le pétrole, ça pose aucun problème. Aujourd'hui, les échanges, les routes sont, il n'y a pas de problème pour les échanges. Mais les marchés, oui. Ben, heureusement, s'il n'y avait pas eu la cohésion, une certaine cohésion au sein de l'OPEP+, avec même plusieurs réductions du plafond de production, et ben, le baril aujourd'hui, ben, il aurait pu atteindre des niveaux comme ça s'est passé pratiquement en 2015 ou en 2020, où il est descendu pratiquement à $20 pendant juste quelques semaines. Donc, voilà le défi du GECF. Toujours parmi les défis, c'est que le problème qui se pose, c'est que le GECF n'est pas une organisation comme l'OPEP ou l'OPEP+. Mais, si on veut, ses intérêts, ou au moins, ou du moins, de beaucoup de ses membres, ils peuvent être menacés. Ils peuvent être menacés aujourd'hui du fait d'abord de l'aboutissement de l'un des objectifs que je viens de citer, c'est-à-dire le contrôle des ressources ou le contrôle des routes des échanges à travers le monde, ou encore la naissance d'une compétition. Imaginez qu'il y ait une compétition parce que au sein du GECF, on ne parle pas de quotas de production, comme ça se fait à l'OPEP. Les pays échangent, collaborent, coopèrent, etc., etc., mais chacun pour soi et Dieu pour tous. On ne peut pas demander au Qatar de produire moins, alors que lui, il est en train de développer ses capacités de GNL, et je crois qu'il va passer de 87 millions de tonnes à 142, si je ne me trompe pas, avec les développements en cours à partir de 2026. C'est pratiquement, il double presque sa production. Aujourd'hui, au sein du GECF, on ne peut pas demander au Qatar de ne pas doubler ou de ne pas produire ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un problème. C'est une situation qui peut amener effectivement des compétitions. Donc, si vous voulez, la condition de base, en quelque sorte, pour faire face aux défis que je viens de citer, elle nécessite de la cohésion. Elle nécessite plus que jamais de la cohésion à l'image de ce qui existe au niveau de l'OPEP+, mais autour d'actions et de propositions concrètes, c'est-à-dire de mise en œuvre. Parce que si vous de mise en œuvre des décisions ou de la déclaration qui a été faite à Doha en novembre 2022, je crois, le dernier sommet. C'était en 2022, le 6e sommet. Ils ont fait
une déclaration à l'intérieur de laquelle il y a eu 12 engagements des pays. Ils sont engagés sur 12 points précis, qui sont très importants et qui ont relation avec tout ce que je viens de dire, avec tous ces défis-là. C'est-à-dire, donc, autour de tout ce qui peut conforter et garantir d'abord leur souveraineté sur les ressources, parce que parfois, il y a certains membres même du GSF qui ne sont pas encore souverains, pratiquement, qui ne contrôlent pas totalement les ressources qu'ils ont entre les mains. Donc, y compris à travers, et là, l'intérêt, ce serait par exemple d'encourager des investissements en partenariat entre les différents membres du GECF, notamment en matière de valorisation locale, c'est-à-dire l'industrie de la pétrochimie, etc. Exporter moins, mais valoriser plus localement. Il y a aussi la concertation sur les engagements de fixation du prix du gaz. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils disent, ils collaborent, ils échangent. Il y a le secrétariat du GECF, il fait un rapport annuel, etc. Et même des rapports mensuels et tout. Mais concrètement, il faut aller un peu plus loin dans des échanges concrets en matière de formules d'indexation. Sur quoi il faut indexer à l'avenir le million de BTU. Il y a les modèles de contrats aussi. Aujourd'hui, par exemple, on le voit que les contrats à long terme sont en train de revenir de plus en plus pour la simple raison parce qu'il faut beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, il faut rattraper le temps perdu et il faut investir pour non seulement renouveler les réserves, mais aussi pour maintenir les capacités de production. C'est des investissements surtout dans le GNL qui sont très lourds. Et là, en dehors, s'il n'y a pas un contrat à long terme, c'est difficile d'aller investir, par exemple, 10, 15, 20 milliards de dollars si on n'est pas certain que le marché sera là. D'ailleurs, ça a été pratiquement la condition du Qatar, par exemple, récemment, quand les pays européens, notamment l'Allemagne, ils sont allés là-bas pour demander plus de gaz. Il a dit oui, je veux bien, mais écoutez, moi, il me faut un contrat à long terme. Maintenant, si vous voulez un contrat, bon, je peux faire un contrat de 4 milliards, 5 milliards de mètres cubes, mais pas plus. Si vous voulez plus, il faut investir. Il me faut un contrat à long terme. Il y a aussi la concertation continue sur le marché. C'est pratiquement l'offre et la demande. C'est en fonction de ça. Parce que si on fait la même chose, c'est ce que fait l'OPEP. Le secrétariat de l'OPEP, c'est ce qu'il fait. Et il présente pratiquement au cours des réunions ministérielles, etc., ou des comités, pratiquement des analyses pour les aider à prendre des décisions. Comment se comporter au niveau des marchés. Et une attention aussi particulière en matière de décarbonation. Il y a la taxe carbone qui va venir. Elle est en train, de toute façon, elle est déjà appliquée en Europe. Et s'il n'y a pas cette coopération à ce niveau-là, les exportations de gaz, un de ces 4 matins, de toute façon, on aura beaucoup de problèmes. Et enfin, pourquoi ne pas une révision des mécanismes parce que pour mettre en œuvre tout ceci, notamment les 12 déclarations de 2022, quelque part, il faut absolument revoir le mécanisme de fonctionnement du GECF. Il faut le revoir. Bon, je ne sais pas s'ils sont capables de revenir, d'aller vers une organisation comme l'OPEP. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, il y a beaucoup trop d'intérêts, parfois même divergents entre pays. Mais on peut quand même tenter de revoir les mécanismes de fonctionnement du GECF pour se rapprocher le plus de l'intérêt des membres en matière de souveraineté sur les ressources, en matière de contrôle des prix. Le contrôle des prix. Parce que si jamais le contrôle du prix du gaz sur les marchés passe entre les mains des consommateurs, je suis certain qu'il ne dépassera jamais pratiquement le prix actuel, pratiquement à moyen et long terme. Donc, quel rôle peut jouer l'Algérie? Je suppose que je ne vais pas beaucoup parler de l'Algérie parce que, bon, après tout, comme la réunion se tient à Alger, et finalement, pourquoi, qu'est-ce que pèse l'Algérie dans tout cela? Bon, son avantage, en réalité, il repose en premier lieu sur, je dirais même sur sa sérénité. L'Algérie, après tout, elle a 3 ressources. Le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. C'est vrai que le pétrole, bon, aujourd'hui, son avenir n'est pas garanti.
On le voit de toute façon à travers le prix, à travers les consommations qui sont en train de baisser au fur et à mesure. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il est peu probable que le prix aille au-delà de... J'ai presque terminé. Hein, très bien. Il demeurera entre pratiquement 75 et 80 dollars dans le meilleur des cas. Toutes les statistiques prévoient une baisse, mais en matière pour le gaz, non. Nous avons quand même 2300 milliards de mètres cubes conventionnels prouvés qu'on peut produire sans aucun problème. La priorité, de toute façon, c'est le marché national, parce que si demain on a un problème, ben, la priorité, c'est d'abord la sécurité énergétique de l'Algérie avant celle des autres. Hein. Ça va de soi. C'est les fameuses circonstances nationales, en quelque sorte. Et sans compter le gaz de schiste. On peut en parler, si vous voulez, par la suite. Il y a 24 000 milliards, quand même, de mètres cubes dans le sous-sol techniquement récupérable. Bon, il y a des difficultés. Il y a beaucoup plus un problème de coût, de toute façon. C'est beaucoup plus. Et, bien sûr, les énergies renouvelables. Alhamdoulilah, le soleil, chez nous, en Algérie, je pense que... Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est le pays le plus ensoleillé. Non, ce n'est pas le pays le plus ensoleillé, mais parmi les pays les plus ensoleillés, en particulier en Afrique du Nord, par rapport à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et on a pratiquement, si les technologies, les investissements se développent, donc on n'a pas de problème de sécurité énergétique en Algérie. Voilà l'avantage. Nous sommes tranquilles, parce que la priorité sera de toute façon l'Algérie d'abord, et le reste viendra après. L'Algérie aussi, bon, elle n'est pas un grand producteur de gaz, mais elle bénéficie d'une situation géographique extraordinaire. Face au marché européen, qui est à l'origine de la crise énergétique, qui a le plus besoin, qui a le plus de problèmes aujourd'hui, face au bassin méditerranéen, et nous avons accès à ce bassin, nous avons pratiquement le meilleur lien, aussi bien par gazoduc qu'à travers aussi des fournitures de GNL, c'est-à-dire que nous dominons en principe. Nous sommes pratiquement, l'Algérie, c'est pratiquement, en quelque sorte, c'est la porte de sortie de l'Afrique et la porte d'entrée sur le marché euro-méditerranéen. Et ça, c'est un avantage extraordinaire, parce que tous les autres gros producteurs, si vous prenez les USA, ils consomment la plupart de leur production. Aujourd'hui, ils font le maximum pour aider l'Europe. Et effectivement, ils nous concurrencent d'ailleurs en Europe en matière de GNL. Mais si vous prenez par exemple maintenant le Qatar, etc., ben, le Qatar, sa production, elle va beaucoup plus en Asie. La production russe aujourd'hui, elle est en train d'être dirigée vers l'Asie aussi, qui est le plus gros consommateur. Bon, il y a aussi la production africaine, mais on est loin de la production du Moyen-Orient en Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des découvertes sur la côte Est, et cette production, elle ira certainement aussi vers la consommation asiatique, tandis que celle de la côte Ouest, c'est principalement le Nigeria, ça va être plus tard aussi la Mauritanie, le Sénégal, parce qu'il y a eu des découvertes. Il y a eu aussi des découvertes en Côte d'Ivoire, je crois, il y a eu une découverte en offshore, mais on est encore loin d'une compétition vis-à-vis de l'Algérie dans ce domaine-là. Et ce d'autant plus que l'Afrique a besoin de consommer son propre gaz. C'est le continent qui consomme le moins d'énergie. C'est vraiment le dernier de la classe, l'Afrique. On ne peut même pas comparer sa production par rapport à celle de l'Algérie. L'Algérie, elle est en pointe en matière de consommation énergétique. Donc, c'est cette position-là qui est importante. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le GECF? Si, parce que ça veut dire que nous avons une place forte dans une partie du monde vis-à-vis d'un marché important, le marché euro-méditerranéen. Et ça, c'est important. Même un gros producteur, par exemple, ailleurs, il est obligé de prendre en considération la position géopolitique ou énergétique de l'Algérie à l'intérieur du monde. Donc, c'est une position, même si nous sommes un petit producteur. Les réserves, comme je l'ai dit, de toute façon, bon, on est pratiquement deuxième après le Nigeria, mais si on met dans le paquet les énergies, enfin les gaz de schiste, à ce moment-là, il n'y a pas photo en quelque sorte. Nous sommes pratiquement en tête au point de vue réserve en Afrique et dans le bassin méditerranéen. Et puis il y a le rôle historique de l'Algérie au sein de l'OPEP. Et là, juste deux mots, le sommet de l'OPEP en 2016,
c'est à Alger. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu pratiquement un début de cohésion extraordinaire au sein de l'OPEP, puis de l'OPEP+, pour défendre le marché, justement. Et aujourd'hui, pourquoi ça s'est passé ainsi? C'est parce que l'Algérie, elle sait qu'elle n'est pas un gros producteur. Donc on n'a pas intérêt à faire la guerre à X ou Y ou quoi que ce soit. On s'entend avec tout le monde. Moi j'ai présidé l'OPEP au moment où j'étais au ministère de l'Énergie, et je dois dire que j'étais obligé de négocier avec tout le monde. Et c'est-à-dire, je veillais, mon souci, c'était d'être d'accord pratiquement avec tout le monde. Et en essayant d'être d'accord avec tout le monde, on arrivait à rassembler en quelque sorte, se concerter sur des positions communes, dans l'intérêt général. Et l'Algérie, elle avait joué déjà ce rôle en 2016, elle l'a fait en 2020 et 2021, et aujourd'hui, au sein du GECF, et ce d'autant plus que nous, le secrétaire général est algérien, ça vous le savez, donc c'est un avantage aussi. Et il y a le centre de recherche, le GRI, le centre de recherche sur l'industrie gazière, qui est, donc le siège est à Alger. Donc tout ça, ce sont des avantages qui permettent à l'Algérie de peser en matière d'orientation, en matière de rassemblement, en quelque sorte, au sein du GECF. L'Algérie, elle peut jouer ce rôle. Elle peut jouer. Elle a tous les atouts pratiquement politiques, etc., pour jouer ce rôle au sein du GECF. Voilà. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Attal, pour toutes ces informations très instructives et très détaillées. Je reviens, j'ouvre le débat donc avec mes confrères, mais la première question que je vais vous poser, Monsieur Attal, quelles sont les attentes des pays participants à ce forum? Quelles sont les attentes et les espoirs de ces pays? Qu'est-ce qu'on peut, en termes de résultats, Monsieur Attal, on s'attend à quoi en termes de résultats? Je reviens pratiquement à la dernière diapositive. Oui, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce que le GCF est capable de faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce qu'il ne peut pas faire, à mon avis, aujourd'hui, je commencerai par ça. Oui. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est peut-être changer radicalement les mécanismes de gestion, ce qui est pourtant souhaitable. Parce que pour aller constituer une OPEP du gaz, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les intérêts, aussi bien politiques qu'économiques, les alliances aussi, parce qu'il y a certains membres du GECF qui ont des alliances ailleurs, qui ne concordent pas tout à fait avec les intérêts d'autres membres. Donc, de là à transformer le GECF en une OPEP, qui va définir pratiquement des plafonds de production, etc., j'en doute. Mais, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'arriver à instaurer à travers des mécanismes de fonctionnement qui ont relation avec la coopération en matière de niveau de production, en matière de prix, fixation. Comment faut fixer les prix? Sur quoi il faut les indexer? Est-ce que le GCF est oui, c'est possible. Est-ce qu'il a habilité à fixer les prix? Non, il ne fixe pas les prix sur le marché. D'accord. Il va fixer, il va aider à, à mettre en place des formules de construction, de construction du prix, de façon à ce que ce prix-là, à ce que la formule et le prix soient à peu près le même pour tous les producteurs, pour tous les exportateurs, sur différents marchés. Parce que le prix va être différent d'un marché à un autre. Le prix en Europe n'est pas le même en Asie. Il n'est pas le même aux États-Unis. On l'a vu. Bon, de toute façon, on n'est pas concerné par le marché US. Il n'y a personne qui exporte vers le marché US en ce moment. Mais les deux principaux marchés, c'est l'Asie et l'Europe.
C'est tout. Donc s'ils se mettent d'accord déjà sur des mécanismes dans ce domaine-là, c'est déjà énorme. Il ne faut pas qu'ils puissent demain se présenter en compétition entre eux, parce que s'il y a une compétition entre les membres, à ce moment-là, vous voulez que je vous dise, c'est le plus fort, c'est le gros producteur qui va... C'est le cas aujourd'hui, monsieur, Non, aujourd'hui, parce que tout le monde est prudent, parce que personne n'a envie que le prix revienne à 4 $. Oui. Le million de BTU. Oui. Donc, et puis de toute façon, même s'il le voulait, aujourd'hui, c'est pas possible. Le Qatar ne peut pas produire, par exemple, et remplacer le gaz russe aujourd'hui en Europe, comme l'Algérie ne peut pas non plus. Elle n'a pas pu le faire. C'est pour ça que les pays européens sont en train d'aller un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., pour chercher du gaz. Il n'y a aucun pays, pratiquement, qui a pu remplacer le gaz russe en 2022 et 2023. Donc, il ne peut pas. Je l'ai dit, il y a eu un déficit d'investissement, donc ce qui fait que les gens sont prudents, enfin les pays producteurs sont prudents. On peut produire, par exemple, comme l'Algérie, je vais citer l'Algérie, on peut produire plus de gaz, nous, aujourd'hui. Mais techniquement, ce serait risqué. Ce serait risqué pour les réserves que nous avons, pour la récupération finale des réserves que nous avons. Autrement, vous savez, un gisement de gaz, vous ouvrez la vanne et puis il peut produire tout ce que vous voulez. Seulement, bon, il produira tout ce que vous voulez aujourd'hui, mais il ne le fera pas demain, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Tandis que si vous produisez de façon régulière, de façon contrôlée, là, vous produirez pendant longtemps. Très bien. Merci monsieur Attar. J'ouvre les questions. Mes confrères, s'il y a des questions à poser. Oui, le micro. Oui, bonjour, monsieur Attar. Il y a 15 jours, c'était Sid Ahmed Rosali qui était à votre place. Et donc, j'ai 2 questions qui lui étaient destinées. Je lui ai posé d'autres questions, notamment sur le gaz de schiste. Lui, il a utilisé un terme, si mes souvenirs sont bons, qu'il faut dédiaboliser un petit peu le débat. Mais sinon, il était foncièrement pour. Donc, c'est une question subsidiaire que je vous pose, mais sinon, les 2 questions que je vais vous poser tout de suite. La première, l'indexation des prix du gaz sur celui du pétrole. Moi, je me souviens, je lisais dans la presse, moi je ne suis pas expert, hein, je lisais dans la presse, les experts étaient divisés. Il y en avait qui étaient pour, d'autres étaient foncièrement contre. J'aimerais avoir un commentaire, votre commentaire sur le sujet. Et question subsidiaire à celle-ci, est-ce que l'Algérie, compte tenu de sa position géostratégique, de sa fiabilité sans cesse, disons, réitérée par le président lui-même envers les partenaires espagnols, etc., est-ce qu'elle peut éventuellement demander la révision des tarifs en matière de gaz? J'ai une deuxième question. Vous avez... Révision des tarifs, de ces tarifs, de ces contrats. Quel tarif? Localement Localement, vers les partenaires étrangers. Parce le prix de... Le prix du gaz. Donc, je ne savais pas. Il va nous le dire peut-être. Alors la deuxième question, vous avez dit que bon, vous êtes là pour parler de gaz, mais souffrez que je vous parle de pétrole. Pardon. Alors, on parle de fin de règne du pétrole. Est-ce que vous pensez que cette fin de règne va être imposée ou bien négociée avec les producteurs, imposée par les consommateurs, notamment l'Occident, etc., ou bien négociée par les producteurs? Fin de règne, bien entendu, qui va intervenir à moyen, voire long terme, etc. Merci, M. Attar. Vous voulez que je commence par le gaz de schiste? Je suis exactement du même avis que M. Zali, parce que le gaz de schiste, il a été beaucoup diabolisé, pour des raisons, en quelque sorte, essentiellement d'ailleurs environnementales, parce que les gens disent, voilà, on pollue, on va en quelque sorte gâcher le peu d'eau que nous avons, c'est-à-dire les eaux de l'Albia, on va polluer la nappe albienne, ça provoque des tremblements de terre, il y a des produits chimiques dedans, et je passe sur d'autres critères. Je peux vous dire que, voilà, globalement, le gaz de schiste, quand il a commencé à être exploité aux États-Unis, d'abord, le gaz de schiste, c'est du méthane.
Bon, je pense que vous le savez tous. C'est tout, c'est du méthane, comme le gaz de Hasarman ou n'importe. Il n'y a absolument aucune différence. Il y a même beaucoup de gens, par exemple, qui ont dit que ça contient des éléments radioactifs. Tiens, c'est vraiment tout simplement parce effectivement, parce qu'il est généré au cours des millions d'années qui sont passées par une argile qui est radioactive, effectivement. Parce qu'elle contient des éléments radioactifs. Mais les éléments, ils ne remontent pas en surface radioactifs, ils sont dans les argiles. Hein. C'est pas... Donc, c'est en voyant ça qu'ils ont dit alors que c'est faux. Sinon, le gaz de Hasarmal, aujourd'hui, eh ben, il serait radioactif aussi. Hein. Celui de Rordenous, celui d'Al-Aral, celui de tous les gisements algériens. Ils proviennent tous de la même roche-mère. Voilà. Donc, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, la pollution. Quand les États-Unis ont démarré, effectivement, parce que la fracturation, on l'a fait avec de l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, la seule technique la plus sûre et la plus rentable, techniquement, économiquement, etc., c'est l'utilisation de l'eau avec une forte pression. On fracture la roche de façon à ce que le gaz vienne en surface. Mais au début, aux États-Unis où la législation est différente par rapport à celle de tous les autres pays, le sous-sol appartient aux propriétaires du sol. Donc, si vous avez un jardin, le gaz qu'il y a en dessous, c'est à vous, ce n'est pas à l'État. Vous devez payer juste une taxe, c'est tout. Donc, chez nous, non. Tout ce qui est ressources naturelles dans le sous-sol, ça appartient à la collectivité nationale. Voilà, c'est comme ça que c'est dit dans la Constitution. Donc, les exploitants, bon, rejeter l'eau, effectivement, parce qu'il faut rajouter des produits chimiques. Quand on injecte de l'eau, parce qu'il faut qu'elle porte du sable. Je passe sur les trucs techniques, sur les éléments techniques. Elle revient sur... D'abord, c'est même pas 50% de l'eau qui revient en surface. Il y a 50% de l'eau qu'on injecte qui reste dans les fractures. Mais il y a 50% qui revient au fur et à mesure qu'on produit. Elle est rejetée en surface. Aux États-Unis, c'est vrai, il y a eu beaucoup de cas où elle était rejetée dans des rivières, sur des terrains, etc. Il y a eu ces produits chimiques. Bah, c'est vrai qu'il y a eu de la pollution. Il y a eu aussi des fois où on a exploité des couches de schiste qui ne sont pas très profondes. Quand c'est à 400 mètres ou 400, 500 mètres, par exemple. C'est trop près de la surface et des nappes d'eau, des nappes aquifères. Il y a eu effectivement des contacts avec les nappes aquifères. Il y a eu des pollutions. Mais depuis, les États-Unis, ils ont pris tout un cortège de décisions, de lois, etc., pour protéger l'environnement. Et tous les autres pays ont fait la même chose. Aujourd'hui, même aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de fracturer comme vous voulez. Vous n'avez pas le droit de rejeter l'eau. Vous êtes obligé de la traiter, etc., etc. C'est exactement ce qui devrait se passer en Algérie. Et la loi 2019-13, que je connais parfaitement, elle prévoit tout un train de mesures qui évite pratiquement tout risque de pollution. Maintenant, il peut y avoir des accidents. Genre au KN 32, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le fameux trou de Berkaoui. Ça, c'est quelque chose qui a eu lieu au niveau d'un forage d'exploration négatif, d'ailleurs, tout à fait normal, quoi. Il peut y avoir ce genre d'accident. Mais sur, je ne sais pas moi, sur 10 000 puits, il y aura un. C'est ce qui se passe. Il y a 12 000 puits en Algérie, il y a un seul au KN 32, c'est tout. Hein. C'est la corrosion du tubage, avec donc infiltration de l'eau de l'Albien qui remonte, qui dissout du sel, qui crée une caverne, et puis il y a des... c'est presque de la science-fiction. Vous voyez un peu le... Ça peut arriver, ça. Mais autrement, non. Je ne vois pas où il y a le risque aujourd'hui, par exemple, en Algérie, entre une nappe albienne, enfin un schiste qui contient du gaz, qui est par exemple à 2500 mètres de profondeur, et une nappe albienne qu'on exploite aujourd'hui, qui est pratiquement entre 400 et 500 mètres de profondeur, là où elle est la plus profonde. Autrement, parfois, quand vous allez à l'ouest, la partie ouest du Sahara, c'est pratiquement presque en surface. Quand vous allez vers le nord-ouest, le nord-est du Sahara, où l'Albien est profond, il est à 1000 mètres, pratiquement jusqu'à 1200 mètres de profondeur, mais à ce moment-là, il n'y a pas de schiste dans ces régions. Parce que, il n'y a pas de schiste, il n'y a pas de gaz de schiste pour la simple raison que le schiste
comporivisé, il est à 6000 ou 7000 mètres de profondeur. Donc il n'est pas question d'aller l'exploiter. Il est question de l'exploiter, le schiste, là où il est, 2000, 2500 mètres. À ce moment-là, ce n'est pas profond, on peut fracturer sans problème, etc. Avec une puissance, une pression qu'on peut générer avec les technologies dont on dispose aujourd'hui. Donc, les possibilités de contact entre l'albia et entre le schiste, la couche de schiste en profondeur et l'albia, elles sont pratiquement nulles. Elles sont pratiquement nulles, à moins d'accidents. Mais à ce moment-là, c'est le gaz. C'est beaucoup plus le gaz qui va venir vers l'albia et non pas l'eau. C'est le gaz, lui, effectivement. Et on a eu des cas comme ça. Hein. Je peux vous dire, là, en toute confidence, qu'on a eu un cas comme ça autour de Hassermal. On a eu du gaz qui est remonté depuis le gaz de Hassermal vers l'albia. Et on l'a détecté et on l'a réparé. On sait le faire, son attaque sait le faire. Oui. Maintenant, les gens disent la fracturation, elle est dangereuse. Mais écoutez, mais on fracture aujourd'hui à Hassim Saoud. On fracture à Tinfouyet à Bancourt. On fracture dans beaucoup d'autres gisements. On fait des fracturations depuis des décennies. Depuis des décennies. Moi, je me rappelle, dans les années 80, où j'étais encore simple chef de district, hein, je n'étais pas à Tinfouyet à Bancourt, par exemple, où j'ai assisté à des fracturations dans les années 80. On fracturait, mais sauf que c'était dans des puits verticaux. Tandis que là, maintenant, il faut faire des puits horizontaux. C'est complètement différent. Mais les nouvelles technologies le permettent. Donc, il y a absolument... le tremblement de terre, j'en parle pas, parce que c'est complètement faux. Hein. C'est des tremblements, c'est vrai, c'est des vibrations que l'être humain ne peut pas ressentir. Sauf si ces fracturations, encore une fois, sont faites pratiquement à 400-500 mètres de profondeur. On n'a pas de cas comme ça en Algérie. Ça n'existe pas. Hein. Et même dans ces cas-là, on sent, effectivement, on peut sentir les vibrations, mais pas de tremblement de terre. Écoutez, il ne faut pas... Voilà. Donc, je ne vois pas où est le problème. Maintenant, le principal handicap du gaz de schiste est le suivant. Quand vous voulez exploiter un gaz de schiste sur un périmètre, ce périmètre-là, il faut oublier. On peut faire ni de l'agriculture dessus, ni l'occuper de façon humaine, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des milliers de puits. Tout le monde entend parler du bassin du Permien aux États-Unis, qui est le principal producteur de gaz de schiste aux États-Unis. Il y a 35 000 puits dans le bassin du Permien, qui correspond à peu près à moins que le bassin de l'Ahnet, là où Sonatrach a fait. 35 000 puits. Ça veut dire que tous les 500 mètres, tous les kilomètres. Tous les 20 mètres. Non, mais à ce moment-là, c'est une seule plateforme. Moi, je considère que c'est une seule plateforme. Donc, 35 000 puits. Donc, moi, je dis en moyenne, tous les 500 mètres, mais il n'y a pas que les puits. Vous avez la plateforme, vous avez les canalisations, vous avez les camions qui circulent, parce qu'il faut entretenir les puits, etc. Oh, vous n'allez pas faire de la salade ou du blé là-bas. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, moi, si le gaz de schiste était sous la Mitidja, personnellement, je serais le premier à sortir dans la rue. Pourquoi? Parce que la Mitidja, elle est éternelle, elle est en train de nourrir des générations et des générations, elle va continuer à le faire, sauf si on met du béton dessus, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, si c'est sous la Mitidja, non, il ne faut pas. Ou quelque part, dans les hauts plateaux, par exemple, là où il y a de l'activité humaine, de l'agriculture, etc., non, il ne faut pas. Tandis que nous, le Sahara, enfin le domaine minier là, concerné, c'est 1,5 million à peu près de kilomètres carrés. Et il est question d'exploiter le gaz de schiste sur 200 à 300 000 kilomètres carrés. Si jamais on se lance sérieusement là-dedans. Pour le moment, il n'y a rien. Hein. Pour le moment, il y a eu juste une expérience de Sonatrach avec 2 puits, dont le premier a produit du gaz de schiste avec un débit supérieur au meilleur puits de schiste américain. Il n'y a pas un seul puits schiste américain qui a produit autant que celui d'Insalah. Bon, il a été fermé. Il est fermé en ce moment jusqu'à ce que peut-être d'autres décisions soient prises. Bon, j'ai trop tardé sur le gaz de schiste. Ça mérite une vérité. Je vous invite à assister à une conférence. Oui, je suis géologue, c'est vrai. Non,
le 9 mars, je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Oui, allez-y, bien sûr. Le 9 mars, il va y avoir une conférence organisée par le Club Énergie, dont je fais partie, M. Cherouati, M. Dissa et tout ça, on fait partie de ce club. C'est des experts, d'anciens cadres du secteur ou même actuels. Il va y avoir une conférence sur le gaz de schiste à l'hôtel Mercure de Ain Beniane. Voilà. Voilà. Ah, et elle sera donnée par un ancien directeur de forage, un ancien cadre de Sonatrach, hein, M. Kloul, Saïd. Enfin, et c'est moi qui vais modérer justement la conférence, étant géologue, comme tu dis. Très Voilà. bien. Donc, et là, on parlera beaucoup du gaz de schiste, des risques, etc. etc. C'est quand même intéressant. Indexation sur du gaz, bah oui, aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai. À un certain moment, je ne vous cache pas que moi-même, j'avais fait des déclarations à la presse en disant « Ah, je crois que c'est fini. » À ce moment, au moment où le gaz, on avait un problème. Indexé sur on était à 4 dollars, 3 dollars. Je disais, je crois qu'il est temps de sortir de l'indexation. J'ai changé d'avis. Hein. Personnellement, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde voudrait plutôt garder en majorité l'indexation sur le baril. Parce qu'a priori, le baril il est bien défendu, au moins à moyen terme. Au moins à moyen terme. Et il y a intérêt à rester rattaché au prix du baril plutôt qu'à autre chose. Parce que les autres marchés, c'est-à-dire le spot, etc., ou l'indexation sur d'autres énergies, paniers d'énergie, etc., c'est très, très volatile. Il n'y a pas intérêt. À mon avis, c'est la meilleure. Et là, par exemple, ça, c'est une discussion donc que le GECF devrait aborder. J'ai dit d'ailleurs, il faut se mettre d'accord sur la construction du prix, sur quoi il faut s'accrocher. C'est très important. Ainsi que la durée des contrats aussi. Aujourd'hui, tout le monde pense, pour rattraper le retard en investissement, etc., c'est le long terme. Hein, parce qu'il faut garantir ces investissements. Alors, parce que dans le pétrole, déjà, il y a beaucoup de volatilité. Pourquoi l'OPEP, d'ailleurs, réduit ses productions et protège les prix? Ils ne sont pas sûrs de la viabilité du pétrole au-delà du moyen terme. Tout le monde dit bien, l'AIE, elle fait des déclarations extraordinaires avec un pic de la demande, etc., etc. Donc, on n'est pas sûr. Hein, l'Arabie saoudite n'est pas sûre de pouvoir exploiter à l'avenir toutes ses réserves. En gaz. En pétrole. En pétrole, non, le gaz, ça ne pose aucun problème. Oui, la révision des prix, bien sûr. Attention, dans tous les contrats, hein, on fixe le prix du gaz. Enfin, on fixe beaucoup plus la formule. La formule, et c'est révisable pratiquement tous les 3 ans. Ah oui, tous les 3 ans aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas fixer un prix aujourd'hui pour 10 ans quand vous faites un programme, un truc à long terme. Et là, il y a des négociations régulières. Vous avez dû lire dans la presse qu'il y a eu des négociations avec l'Espagne, avec l'Italie, avec tous nos clients. Donc, on révise le prix du gaz tous les 3 ans. Bah, on commence les discussions avant, et parfois ça traîne quand il y a, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui. Ça a traîné avec l'Espagne énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que chacun... Pourquoi on n'arrive pas à avoir un prix unique pour le gaz comme pour le pétrole, M. Attar? Comment un prix unique? Pourquoi chaque... Parce que d'abord, aussi bien, d'abord l'éloignement du marché par rapport à la source. L'éloignement. Et puis, il y a aussi donc c'est la route des échanges ou les couloirs. D'accord. Et aussi le type, c'est-à-dire le gaz, par exemple. Quand vous allez, par exemple, en Asie, c'est beaucoup plus du GNL qui est consommé. Donc, vous allez en Europe, autrefois, c'était beaucoup plus par canalisation. Maintenant, c'est en train de devenir beaucoup plus du GNL. Et le GNL, vous savez qu'en amont, pour le liquéfier, il faut plus d'investissement, plus de... Ça, d'une part. Maintenant, d'autre part, c'est la loi de l'offre et la demande. Le spot, mais attention, même au niveau du spot, on peut vendre aussi à travers des contrats au niveau des marchés spot. Je vais vous citer par exemple, avant la guerre russo-ukrainienne, Gazprom, à un certain moment,
elle nous vendait son gaz à travers ses gazoducs surtout, parce qu'elle faisait très peu de GNL autrefois, maintenant ils font de plus en plus de GNL, les Russes. C'était le prix effectivement contractuel. Mais à part il y a 4 ans, je crois, ils avaient décidé de vendre une partie du gaz livré par gazoduc sur le spot, au prix du marché spot. Pourquoi? Parce que c'était la compétition. Il fallait vendre voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a... Oui, M. Zitouni, oui. Monsieur, il y a... Ousmou. Non, monsieur Serwati qui voulait... Je voulais juste dire pour la base. Oui, Le marché du gaz naturel, c'est un marché d'acheteur, c'est pas un marché de vendeur. d'accord. Et chaque pays construit son propre système de prix. Et souvent, le gaz naturel qui se vend en France, en Grande-Bretagne, en Italie, le gaz naturel arrive en appoint de ceux qui ont déjà comme hydroélectricité, comme nucléaire. Donc, le petit delta plus, c'est du mauvais gaz. Et donc, c'est par rapport à ces sources d'énergie qu'ils acceptent ou pas de payer le prix. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on ne... C'est pas du tout, moi je dirais, c'est pas du tout, toi tu étais déjà à l'époque, c'est pas linéaire, par exemple. Ah non, c'est pas. Oui, du tout. oui. En Belgique, quand c'était des nucléaires, ils ont autorisé, l'autre gouvernement belge a autorisé à ce qu'on brûle le gaz naturel pour générer de l'électricité. Alors qu'avant, c'était interdit. En France, c'est interdit. Donc il y a beaucoup de nuances comme ça qu'on ne peut pas saisir dans les généralités. C'est pour ça qu'il y a une guerre de contrôle du prix. Absolument. Voilà, c'est ce que j'ai On dit. a la parole, le micro. Merci. Brahim Zitouni, merci M. Attar de votre excellente conférence. J'ai 3 petites questions à vous poser. Première question. Pourriez-vous nous dire un petit mot sur les gisements de gaz au large de Gaza et les enjeux qui peuvent s'y rapporter? Deuxièmement, nous avons une surproduction en Algérie d'électricité d'environ 10 000 MW. Si on pense qu'un mégawatt produit, c'est environ $1 million, ça veut dire qu'on a surinvesti de 10 milliards de dollars. Pourquoi ce surinvestissement? À quoi est-il dû? Et puis, puisque nous l'avons, ce surinvestissement, pourquoi ne pas transformer ce potentiel électrique en transformant du quartz en silice, puisque c'est très intensif sur le plan énergétique, la production de silice, et construire ainsi une véritable industrie du solaire. Toujours, et ça c'est ma 3e question, dans le cadre de la diversification du mix énergétique, nous avons des réserves en thorium. Pourquoi ne pas aller vers des small modular reactors pour nous permettre de diversifier notre bouquet énergétique qui est trop dépendant du gaz? Je vous remercie. Pourquoi une production, une surproduction, enfin, c'est-à-dire... Gaza, oui. Ah oui, oui. Les gisements de Gaza, oui. C'est vrai. Bon, écoutez, ça c'est le bassin de ce qu'on appelle le bassin du Levant. Le bassin du Levant, c'est tout l'est de la Méditerranée, pratiquement depuis la partie est de la Libye. Je parle de l'offshore, hein. Est, de l'Égypte, et puis Palestine, Chypre, Liban, Syrie, Turquie, etc. Tout cet espace qui est partagé, offshore, qui est partagé entre plusieurs pays. Il y a eu effectivement des découvertes importantes, effectivement. Sauf que, voilà, d'abord un mot sur ce bassin du Levant, parce qu'il y en a beaucoup qui comparent ce bassin par rapport à l'offshore algérien, et qui disent, bah, on a découvert là-bas, pourquoi pas sur l'offshore algérien. Et, hélas, la géologie, elle est ce qu'elle est, et la géologie du bassin du Levant, elle est complètement différente de celle de l'Ouest, c'est-à-dire celle que nous partageons, nous, avec la Tunisie, avec l'Espagne, la France, c'est-à-dire toute la partie Ouest. C'est complètement différent. Il y a eu des tentatives de Sonatrach, mais on n'a pas fait. Là-bas, donc c'est différent. Le gaz qu'on découvre là-bas, c'est ce qu'on appelle du gaz génétique. C'est-à-dire qu'il est généré dans le sous-sol et piégé en même temps. Il ne migre pas comme celui du Sahara. Le Sahara, par exemple, le gaz de Hassermal, il a été généré dans le sous-sol parfois à 200-300 km et il a été piégé au niveau de Hassermal parce qu'il y a un piège.
Tandis que dans le bassin méditerranéen, à l'est de la Méditerranée, c'est complètement dit. C'est ce qui est piégé, ce qui est généré est piégé sur place. Bon, il y a peut-être des chances. Il y a certains qui disent qu'il y a des chances qu'on trouve la même chose au large de Béjaïa ou de Skikda. Je ne sais pas. Enfin, il y a des géologues, des géochimistes qui prévoient ça. Manarf, on verra quand ils feront le premier forage. Donc, au niveau de... Il y a la découverte de Gaza. La découverte qui existe et qui alimente jusqu'à aujourd'hui l'État sioniste. Hein. C'est jusqu'à aujourd'hui, il l'exploite. Il y a aussi le gisement du Léviathan. De Léviathan qui est quand même assez important. Je ne me rappelle plus de ses réserves, mais il est exploité aujourd'hui. Il alimente donc Israël. Et puis après, une partie de cette production, elle est exportée vers l'Égypte. Et oui, l'Égypte, quand sa production, il y a un peu plus de 7 ans à peu près, quand leur production ne suffisait plus, ils ont commencé à importer du gaz israélien pour leur propre consommation. Quand il y a eu la découverte de Zohr, le fameux gisement découvert par l'ENI, la société italienne, ils se sont autosuffis. Je vous informe qu'aujourd'hui, le Zohr est en chute extraordinaire. Il ne produit plus ce qu'il produisait avant. Et ce qui fait que l'Égypte a de sérieux problèmes aujourd'hui en matière de gaz. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ils vont exporter, ils vont nous concurrencer, etc. Non, pas du tout. Il n'y a aucun risque de ce côté. Donc je reviens à Gaza, Léviathan, etc. Pour le moment, ce gaz-là, il est exporté vers l'Égypte, et soit pour les besoins de l'Égypte, les besoins locaux, soit pour être liquéfié, parce qu'il y a une unité de liquéfaction en Égypte, et exporté. Mais c'est des exportations qui sont c'est-à-dire réduites, hein, qui ne sont pas... Maintenant, il y a d'autres gisements qui ont été découverts aussi dans l'offshore chypriote, hein, sans compter ceux qui sont dans l'offshore palestinien, ainsi que d'éventuelles futures découvertes en Égypte. Et le gros problème, par exemple, qui se pose pour l'exportation de ce gaz, c'est d'abord, il ne peut être exporté pour le moment qu'en étant liquéfié. Parce que construire un gazoduc, maintenant, vers l'Europe, par exemple, en traversant tous les espaces économiques, oui, avec toutes les tensions qu'il y a entre Chypre, la Turquie, la Grèce, etc., c'est pas facile. Et il n'y a qu'une seule usine de liquéfaction qui est en Égypte. C'est Damiette, je crois. Voilà, ça s'appelle Damiette. Voilà donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense... c'est du gaz qui servira peut-être à la région, mais ni plus. Mais ce n'est pas le gaz qui va nous concurrencer ou quoi que ce soit. Sur production d'électricité, oui, effectivement, on a une capacité de 26 000 mégawatts, 26 gigawatts de capacité. Mais attention, ce n'est pas une capacité qui produit tout le temps. Parce qu'il faut compter avec les maintenances, il faut compter avec les saisons aussi, la demande d'électricité en Algérie n'est pas la même, hein, en hiver, en été, etc. Bien qu'avec le dérèglement climatique, c'est en train de se stabiliser en quelque sorte. Donc, c'est 26 000. Mais aujourd'hui, par exemple, le plan, enfin, d'après les programmes qui sont en cours, sur les 26 000, je crois qu'on utilise, il y a des pics. Le problème, c'est qu'il y a des pics. En août, par exemple, au début du mois d'août, on peut avoir des pics jusqu'à 18 000, 19 000. On peut avoir besoin des capacités de 18 000, 19 000 mégawatts. Alors qu'en hiver, par exemple, c'est pratiquement, la moyenne, c'est 12, 13, 14 000 mégawatts qu'on utilise maximum. C'est-à-dire même pas un peu plus que la moitié de la capacité existante. Donc, ça c'est la situation. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, vous proposez d'utiliser cette capacité pour pratiquement fabriquer des panneaux, en quelque sorte, faire de la silice. Écoutez, là, je ne saurais quoi répondre, hein, parce que d'abord, il faut trouver des gisements de silice. Et c'est vous qui dites que ça existe. Hein. Si ça existe vraiment, je ne vois pas pourquoi on importe. Pourquoi Rabrab importe aujourd'hui du sable, d'ailleurs, pour faire les fameux... Après la direction des mines,
Oui, c'est comme les terres rares, l'Algérie, et le pays qui contient. Il y a même certains qui disent qu'on a 24 milliards de tonnes d'uranium en Algérie, de réserve. Je ne sais pas si c'est 24 milliards ou 24 millions. Hein. J'étais à l'université avant-hier et il y avait une conférence sur les terres rares. Et celui qui a présenté, il a dit, voilà, les réserves, elles sont de 25 000 tonnes d'uranium en Algérie, dans le Hogar. 25 000. Je lui dis, mais écoute, comment ça se fait là? Il y a quelqu'un qui a dit 25 milliards. Là. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il m'a dit, écoute, je préfère ne pas répondre. Voilà. Et c'est un spécialiste. Hein. Voilà. Transformer. Les SMR, oui, c'est à la mode, effectivement. C'est en train de... C'est les réacteurs modulaires, c'est les petits nucléaires. Effectivement, hein, aujourd'hui en Europe, notamment en France, probablement plus tard en Belgique aussi, et que l'Allemagne, qui est réticente pour le moment, c'est en train d'être développé. C'est peut-être l'avenir de l'énergie nucléaire. Maintenant, bon, on est en Algérie, moi je vois pas de SMR ni d'électricité nucléaire dans les 10 prochaines années, hein, parce qu'il faut maîtriser les technologies, les conditions de sécurité, etc. etc. Il ne faut pas rêver. Voilà. Merci, M. Attar. D'autres questions? En matière d'investissement, M. Attar, est-ce que l'Algérie doit fournir plus d'efforts en matière d'investissement pour peut-être aller vers d'autres marchés ou répondre déjà, absolument, être fiable et pour le marché qu'elle sert déjà? Voilà. L'Algérie, il y a une double. Elle doit absolument accroître ses efforts d'investissement. En premier, par exemple, pour ce qui est des énergies fossiles, parce que essentiellement, surtout pour le gaz, et c'est très important parce que le gaz, lui, il est là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 23% du mix énergétique dans le monde. Plus tard, en 2050, ce sera 28% et ça ira même plus loin que 2050. En Algérie, notre mix énergétique, il est à 99% aujourd'hui à gaz. Il faut qu'il change. Donc, le premier investissement à faire, c'est d'abord maintenir, il faut absolument qu'on maintienne ou qu'on préserve les réserves que nous avons aujourd'hui, ainsi que les capacités de production. Et là, il y a des investissements énormes à faire. Non pas, ou plutôt pas seulement sur les réserves conventionnelles que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas suffisantes, qui vont se terminer un de ces 4 matins, enfin, pas se terminer exactement, ne plus suffire à la rente et à la génération électrique. Mais il faut investir sur, donc, renouveler les réserves, développer d'une façon ou d'une autre le gaz de schiste. On a des ressources. Il ne s'agit pas de produire comme produisent les États-Unis, mais au moins compenser à terme, c'est-à-dire entre le moyen et le long terme, la baisse de la production conventionnelle. Donc ça, ça c'est le domaine des hydrocarbures. Maintenant, l'autre investissement urgent, prioritaire à faire aussi, c'est celui de la transition énergétique. Nous sommes concernés par le dérèglement climatique. Nous sommes impactés par le dérèglement climatique comme tous les autres pays. Donc, d'une part, et d'autre part, plus nous investissons dans la transition énergétique en développant les énergies renouvelables, plus nous économiserons de gaz, aussi bien pour les générations futures que pour les exportations. Parce que le programme actuel de 15 000 MW, qui devrait se terminer en principe totalement ou partiellement d'ici 2035, il va correspondre à peu près à entre 10 et 15%, parce que les gens ne sont pas d'accord sur les rendements, selon le lieu, etc. Il y en a qui disent 1000 MW, c'est 1,2, ça va produire 1,2 TWh. Il y en a d'autres qui disent c'est 1,4. Bon, moi je ne suis pas spécialiste des énergies renouvelables, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Mais selon l'un ou l'autre, les 15 000 MW en 2035 vont produire entre pratiquement 12 et 15% de la production totale d'électricité en Algérie.
Alors que les besoins, eux, ils vont croître pratiquement de 2 fois plus que ça. Entre 2000, là, les calculs que j'avais, c'était entre 2021 et 2035. Ce qui fait que les 15 000 mégawatts, ils ne répondent même pas à l'accroissement de la consommation intérieure. Local, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pratiquement doubler au moins les investissements dans les énergies renouvelables. Et mieux encore, on parle aujourd'hui beaucoup d'hydrogène vert. Pour faire de l'hydrogène vert, il faut des énergies vertes, renouvelables. Parce que les Européens demain, si jamais on exporte de l'hydrogène, il faudrait qu'il soit vert. Et donc, il faudrait qu'il soit produit par une autre énergie verte, en plus de celle qu'il faut pour compenser l'augmentation de la consommation intérieure. Il faudrait peut-être 15 000, 20 000 mégawatts supplémentaires pour faire Et tout ça, vous savez, 1000 mégawatts, c'est 1 milliard. Voilà, en moyenne. Hein, en moyenne. C'est 1 milliard de dollars pour construire une capacité solaire de 1000 mégawatts. Donc, 15 000 mégawatts, c'est 15 milliards. Si on double, c'est 30 milliards. Si on va vers l'hydrogène vert, c'est 45 milliards d'investissements. Et dans les énergies vertes, c'est-à-dire dans le solaire, etc., pour le moment, bon, le choix du pays, c'est l'EPC, c'est-à-dire c'est l'État qui prend en charge. Là, à mon avis, il faut absolument changer de stratégie. C'est l'avis de beaucoup d'experts. Il faut aller vers l'IPP, c'est-à-dire faire prendre le risque d'investissement à l'investisseur et non pas au pays. Et j'ai oublié de dire aussi que si on va aller vers le gaz de schiste, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est en partenariat. Ouais. C'est en partenariat parce que l'investissement, il est énorme. Il est énorme. Donc, il n'y a pas d'autre solution que le partenariat. Bien. S'il n'y a plus d'autres... Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a plus de questions, je donne le dernier mot à M. Attar et on clôturera les débats. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Je me rappelle que la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2002. Wow. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans et j'avais discuté et c'était un forum autour de l'eau. Oui. L'eau, qui est aujourd'hui, de toute façon, à mon avis, un problème beaucoup plus important, beaucoup plus préoccupant. On fera un forum sur l'eau, M. Attar. Inch'Allah. Et on vous invitera, Inch'Allah. Donc, voilà, tout ce que je souhaite, c'est que ce sommet du GECF, surtout, puisse aboutir à un consensus, à une cohésion entre les pays producteurs. C'est que cette cohésion soit construite d'abord sur la souveraineté des pays sur leurs ressources, c'est-à-dire au moins des décisions, des mécanismes, c'est-à-dire des projets de coopération pour d'abord améliorer ou garantir même, protéger la souveraineté des pays sur d'abord la ressource. Et deuxièmement, sur un mécanisme d'échange d'informations, de coopération pour la maîtrise du prix. Tout à l'heure, Serwati l'a bien dit, c'est un marché des acheteurs, effectivement, oui. Aujourd'hui. C'est les acheteurs hein, qui effectivement, qui fixent pas tout à fait, mais disons qui influencent la fixation du prix. Mais aujourd'hui, la guerre, c'est beaucoup plus... Là, ils veulent aller plus loin, les acheteurs. Ils veulent le définir. Il n'y a qu'à réfléchir à l'appel d'offres de la Commission européenne pour l'achat groupé de gaz naturel. C'est une tendance qui est en train de... Ils veulent y aller vers ça. Et là, ce n'est pas dans l'intérêt du GECF. Il faut absolument que, je souhaite que les pays du GECF puissent s'entendre autour des mécanismes de fixation, de définition des prix, qui puissent s'entendre aussi et au moins coopérer en matière aussi de contrat. Quel type de contrat? Parce que quand on parle du long terme, il y en a qui disent 10 ans, il y en a qui disent 15 ans, mais ce n'est pas ça, surtout, qui est important. C'est beaucoup plus les mécanismes qu'il y a à l'intérieur du contrat. Et il y a le prix à l'intérieur, ainsi que la révision dont on a parlé, etc.
Donc si on arrive à cette cohésion autour de 2 ou 3 ou 4 déclarations importantes qu'ils ont faites déjà depuis 2022, parce que depuis 2022, on n'a pas vu une mise en œuvre. Et c'est le moment ou jamais. À ce moment-là, on peut dire que le GECF, à ce moment-là, aura réussi, pratiquement comme a réussi l'OPEP en 2016 à Alger. Très bien. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Oui. Il y a le micro juste derrière vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous informer que l'énergie... Allô? Oui, oui, c'est bon. OK. Que le Club Énergie organise une conférence à l'hôtel Mercure ce 9 mars à 10h. Donc, vous êtes cordialement invités. Donc, ça se passe à l'hôtel Mercure de Ain Benyan. Et M. Attar fera partie de la présentation. Je vais transmettre le thème. Bon, concernant le thème, le thème sera les gaz de schiste. Donc, voilà.